L'Himalaya. On imagine tout de suite des paysages d'une beauté à couper le souffle. Mais c'est aussi un lieu d'une puissance brute, parfois totalement imprévisible. C'est là, sur les plus hauts sommets du monde, que la nature impose ses propres règles. Et parfois, c'est la montagne tout entière qui se met en mouvement. Ces mots, ils sont glaçants. Ils viennent d'un survivant. Ils nous rappellent de manière brutale la tragédie humaine qui peut se cacher derrière le phénomène naturel qu'on va décortiquer ensemble. 7. C'est le nombre de victimes confirmées dans cette seule et même avalanche sur le Yalongri. 5 alpinistes étrangers, 2 Népalais. Un bilan vraiment lourd qui nous force à essayer de comprendre ce qui a bien pu se passer. Alors, pour saisir les forces qui sont en jeu, notre analyse va commencer par cet événement très précis. Revenons un peu sur les faits. La chronologie des événements est implacable. Le dimanche, on a une accalmie météo après des jours de mauvais temps, alors l'équipe avance. Logique. Mais le lundi matin, c'est le drame, l'avalanche frappe. Les secours sont appelés bien sûr, mais le mauvais temps revient en force et comme on le voit, ça retarde toute intervention héliportée. Et dans ces situations, on le sait, chaque minute est cruciale. Là, ce sont des heures précieuses qui ont été perdues. Bon, cet événement tragique, ça nous amène à une question de fond. Une avalanche, c'est quoi au juste? Pour y répondre, il faut laisser un instant l'histoire humaine de côté et se tourner vers la science. La définition paraît simple comme ça, mais derrière ces mots se cache une force destructrice absolument immense. Ce n'est pas juste de la neige qui glisse, non, c'est une véritable rupture, une libération d'énergie soudaine capable d'emporter des centaines de milliers de mètres cubes de neige à des vitesses folles. Et attention, toutes les avalanches ne se ressemblaient pas. On distingue en gros 2 types principaux. D'un côté, à gauche, on a l'avalanche dense. Il faut s'imaginer un fleuve de neige très lourde qui exerce une pression monstrueuse, capable de tout broyer sur son passage. Et de l'autre côté, à droite, l'avalanche en aérosol. Là, c'est un nuage de poudreuse, beaucoup plus rapide, qui peut submerger des paysages entiers. Le pire, c'est que souvent les 2 phénomènes se combinent, ce qui crée une vague mixte d'une puissance dévastatrice. Alors, qu'est-ce qui déclenche tout ça? Qu'est-ce qui met le feu aux poudres, si on peut dire? Eh bien, il y a 3 facteurs clés. D'abord, le poids, comme les chutes de neige continues juste avant la tragédie du Yalongri. Ensuite, la température, ces variations déstabilisent énormément le manteau neigeux. Et enfin, le vent, un vrai sculpteur qui crée des pièges mortels, comme les plaques à vent. Quand ces éléments s'alignent, les conditions sont réunies pour une rupture. Maintenant, prenons un peu de recul, changeant d'échelle. Parce que ces événements, ils se produisent dans un contexte global qui est en pleine mutation. Mais le lien entre le changement climatique et les avalanches, il est bien plus complexe qu'on pourrait le croire. C'est la grande question, n'est-ce pas? Est-ce que le changement climatique est responsable? Eh bien, les études scientifiques nous invitent à beaucoup de prudence. Plutôt qu'un grand oui ou un grand non, elles nous dressent un portrait plein de nuances et même de contradictions. Et cette complexité, elle est parfaitement visible quand on écoute les populations locales au Népal. Les effets du changement ne sont pas du tout les mêmes partout. Tout en haut, en haute montagne, on sent un réchauffement, on voit la neige disparaître. Mais si on descend un peu en basse montagne, on rapporte au contraire un froid hivernal plus intense et plus de sécheresse. Ce n'est pas une seule histoire, mais bien plusieurs, qui varient avec l'altitude. Donc le point crucial à retenir, le mot-clé, ce n'est pas tant le réchauffement. Non, le vrai mot-clé, c'est variabilité. Une plus grande imprévisibilité. Les saisons sont moins fiables, les plus irrégulières, les chutes de neige plus erratiques. C'est cette instabilité permanente qui est le plus grand défi pour tout le monde là-bas. Et ça nous amène à un point qui est absolument essentiel. Pour vraiment comprendre ce qui se passe dans ces montagnes, les données satellites, ça ne suffit pas. Il faut écouter les gens qui y vivent au quotidien. Cette citation est waouh, elle est incroyablement puissante. Pour les habitants de haute altitude, voir les sommets perdre leur neige éternelle, devenir noirs, ce n'est pas juste un indicateur climatique, c'est un véritable effondrement culturel. L'Himalaya, le séjour des neiges, est en train de perdre son identité. Et avec elle, c'est tout un pan de leur univers symbolique qui s'écroule. Ce savoir local, c'est une mine d'informations cruciale. Il nous apprend par exemple que la neige si visible est en fait assez mal quantifiée dans les grands modèles climatiques. Il nous rappelle que pour un agriculteur, la régularité des pluies et de la mousson est souvent bien plus vitale que l'état d'un glacier lointain. Ces observations de terrain, elles sont tout simplement irremplaçables. Alors face à cette imprévisibilité qui ne fait que grandir, comment fait-on pour gérer le risque? Comment est-ce qu'on peut vivre avec une montagne qui change à ce point? Heureusement, on n'est pas démunis. Il existe une véritable science de la gestion du risque, qu'on peut résumer en 4 grandes étapes. Tout commence par la connaissance. On cartographie les zones dangereuses,
Ensuite vient la protection, avec des ouvrages permanents, puis la prévention, grâce aux bulletins d'alerte, et enfin l'intervention, en déclenchant nous-mêmes les avalanches de manière contrôlée. C'est cette approche sur plusieurs niveaux qui permet de coexister avec le risque. Et on termine là-dessus avec cette question qui reste ouverte. La montagne, elle nous attire, elle nous fascine, elle nous invite à l'aventure. Mais ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est qu'elle est aussi en pleine mutation, qu'elle devient de plus en plus imprévisible. La véritable ascension, finalement, ce n'est peut-être plus seulement d'atteindre un sommet, mais de réussir à trouver le juste équilibre entre notre passion et une immense prudence.